Début 2009, durant 3 jours, une dizaine de voyageurs et 24 professionnels de santé se sont formés mutuellement sur la thématique « Santé et gens du voyage ». Il s'agissait d'une véritable coformation selon une méthodologie élaborée par le mouvement ATD Quart Monde. L'objectif premier était de trouver les conditions nécessaires à l'amélioration et à la prise en charge de la santé des gens du voyage. Une recherche commune où chacun apporte son savoir et sa réflexion. Ainsi, les connaissances issues de l'expérience sont placées au même niveau que les connaissances universitaires. À partir de différents outils et d'analyse de situations concrètes, professionnels et voyageurs ont travaillé ensemble autour de leur représentation, puis sur les contraintes et les pratiques de chacun. Pour moi, la santé, c'est un droit à tout le monde, que ce soit la culture, la race, la couleur, on s'en fiche, c'est un droit à tout le monde. La santé, déjà, c'est la richesse de la vie. Parce qu'avoir plein d'argent et puis pas avoir de santé, ça ne sert à rien. C'est la vie, la santé, de toute façon. S'il n'y a pas la santé, à quoi ça sert de vivre? Il y a l'idée de relais. Et dans la santé, je crois que la santé, ça peut être, pour eux, un relais. Un relais entre nos deux communautés. Les rails, pour moi, ça fait penser aussi au voyage, mais aussi ça nous met une alerte. C'est en même temps une liberté, mais c'est un danger. Les gens, nous, ils nous la feront dévier. Notre liberté, nos idées de penser, tout ça. Ils veulent nous la faire dévier. Et nous dévient notre vie, nous dévient notre culture. C'est ça. Le fait qu'ils bougent beaucoup, qu'ils soient en mouvement, la santé, ça peut leur permettre de s'arrêter un moment, quoi. Le docteur, moi je pense qu'en fait le docteur qui est là pour nous redonner la vie, quand on est malade, eh ben c'est beau, il n'y a pas plus beau qu'une fleur, c'est beau comme une fleur. Je trouve qu'ils avancent très doucement et qu'ils n'ont pas assez de compréhension envers les gens qui ne savent pas lire ni écrire. Par contre, j'ai choisi celle-ci qui est l'enfant aussi avec le papa, puisque pour moi, effectivement, dans les différents liens que j'ai pu avoir avec les gens du voyage, l'enfant était toujours effectivement le centre de la famille. La famille se bat autour de lui permet tout. Un bon médecin, c'est quelqu'un de disponible. Bon. Et moi j'ai dit, un bon médecin, c'est d'abord quelqu'un qui est efficace, qui fait le diagnostic et qui vous remet sur pied. Les enfants et les vieilles personnes, chez nous, ils sont rois. On est toujours auprès de nos enfants, si vous aimez mieux. Voici mon fils, par exemple, il est hospitalisé. S'il avait 30 ans ou 40 ans, je serais toujours à ses chevet et demander au médecin qu'est-ce qu'il a, et demander qu'est-ce que vous lui avez fait, et je veux tout savoir. Quand est-ce que ta fille va devoir gérer sa santé toute seule? À quel âge? Est-ce que c'est quand elle est mariée? Est-ce que c'est quand elle a des enfants? Parce que quand elle a des enfants, est-ce que c'est elle qui va gérer? Elle va faire comme toi. Elle va aller à l'hôpital pour s'occuper de ses enfants, et toi tu seras plus là. Oui, et puis c'est elle qui prend la relève. Donc c'est à partir du moment où elle a des enfants que c'est elle qui est responsable de ses enfants? Elle est responsable avec nous, par exemple. Elle est responsable de ses enfants avec nous. Donc en fait, c'est-à-dire on est toujours dans ce cocon-là. Tout le monde est responsable. Ma mère, elle nous a fait ça, nous on refait pareil. Ce que tu veux dire, c'est que ta mère aurait pu aller aussi à l'hôpital pour surveiller... Si elle aurait été valide, oui. Si elle aurait été assez valide, ma mère... Il n'y a jamais de limitation, il n'y a pas d'âge... Non, il n'y a pas d'âge. Chez nous, on considère que, en gros, civilement, à 18 ans, on est autonome, et puis en gros, quand on est... partie de chez ses parents, on est autonome. Ça nous fait mal, vous sauriez comment que ça nous fait mal, ça? De quoi? Que vous lâchiez vos enfants comme ça? C'est une impression qu'effectivement vous avez, mais en fait, la préoccupation, nous, on l'a toujours. Simplement, on se dit que maintenant, on l'a élevé, il a grandi, il doit être responsable et puis suffisamment autonome pour pouvoir gérer. Et nous, on est là pour aider aux besoins s'il y a des questions, des sollicitations, mais on lâche pas. C'est vrai que vous n'avez pas les mêmes horaires que nous, vous travaillez, vous pouvez pas être avec vos enfants puis on travaille en même temps, ça c'est sûr. Nous on travaille le matin, on va au marché le matin, et si, supposons on a notre enfant à l'hôpital, on va laisser le marché par exemple pour aller à l'hôpital. Moi ma petite elle est rentrée la veille, j'étais la veille avec elle, si j'aurais pu rester toute la nuit, c'est toute la nuit.
Est-ce que cette présence ne peut pas avoir une influence sur les soignants? D'avoir une grand-mère en salle d'opération, est-ce que le chirurgien fait la même chose, de la même façon et avec autant de... Ah bon, on ne se pose pas la question. Ouais. Parce que, non, mais on doit se poser la question. Ouais. C'est ça le travail, c'est justement, est-ce que au niveau des soignants, est-ce que cette présence-là, moi je pense que je serais chirurgien, j'opère et il y a la grand-mère à côté, au moindre problème, je ne vais pas réagir pareil dessus, bah oui, que si elle n'est pas là. C'est-à-dire que quand on n'est pas là, on travaille sur le plan technique, on essaye de faire au mieux, même s'il y a des risques, on les prend. Quand la grand-mère est là, on ne prend plus les mêmes risques, on ne fait plus les mêmes choses. Bah oui, oui. Et ça va forcément pas. C'est là que l'information, comme on disait, hein, c'est là qu'il est bon de prendre par exemple la responsable et de la prendre à part en cabinet, par exemple, de dire voilà, votre fille ou votre petite fille va être opérée, on va lui faire ça, on va lui faire ça, de lui expliquer ce que tu lui dis là, et les tranquilliser de ce côté-là. Par contre, il faut, comment je pourrais dire ça, qu'on ne soit pas loin de la salle du bloc opératoire, et qu'à chaque coup, vous donniez des nouvelles. Là, on est tranquille. En PMI, donc, on est amené à suivre des enfants genre du voyage, des familles, et pendant des années, on a été gênés par le fait que de nombreuses familles venaient aux consultations sans respecter les horaires de rendez-vous, parce que c'était leur mode de fonctionnement et qu'il fallait venir tout de suite. Alors qu'on établit des horaires de rendez-vous, ces familles-là débarquaient à plusieurs, alors que les autres, il y a juste la mère et l'enfant, sans respecter les horaires. Donc ça déstabilisait toute la consultation, et des mamans, parfois, comprenaient pas pourquoi il y avait beaucoup plus de monde que prévu, en sachant que ces familles-là, souvent, sortaient tous les jouets, buvaient des trucs... et mangeaient leur goûter. Enfin, ça faisait beaucoup de bruit et déstabilisait tout le monde. Il y a des mamans qui, du coup, ne sont plus jamais revenues à la consultation parce qu'elles trouvaient que ça dérangeait, quoi, ça faisait un peu désordre. Pour régler les problèmes de rendez-vous avec les voyageurs, ne suffirait-il pas de rajouter un agenda dans le livret spécial de circulation? Quand il y a le danger, par exemple, et puis on leur disait, vous éloignez pas d'autour de la caravane, on vous surveille. Mais il y en a qui ne bougent pas de la caravane, même. Donc les enfants du voyage et les enfants gadgets. Et qui ne sont pas dans le même rapport à l'espace. Oui. Ah bah oui. Puisque... Eh ben oui, la différence elle est énorme là quand on le sait. Ah mais la différence elle est énorme. Oui, mais on comprend du coup que ça puisse, voilà, du coup, c'est pas la même énergie, quoi. Le petit gamin, il va voir arriver quelqu'un qui, pour lui ça va être une grosse brute. Il va arriver son jouet. Oui, c'est vrai. Hein. Mais vous savez, on sait faire quand on serait dans cette situation-là. On voit les mamans s'en aller en colère, on sait faire. On sait prendre la maman et lui dire excusez-nous madame, attendez, restez là, on va prendre le petit, on va parler à notre petit, il va partager avec l'autre petit, on sait le faire. Hein. Ça, on sait le faire. Le problème, c'est que souvent, dans ce cas-là, c'est que la maman n'est plus dans l'attitude d'écoute. Non, c'est trop tard. C'est-à-dire que, comme vous dites, c'est l'accueil, le premier accueil qui fait qu'on est bien ou pas bien. Elle, le premier accueil a été extrêmement agressif. Parce qu'elle a vu un truc... Envahissant, en tout cas. Envahissant, mais pour elle, c'est très agressif de toute manière, le phénomène de groupe face à une personne seule, à une maman seule. Le premier accueil que vous avez eu dans cette salle d'attente quand vous arrivez avec tous les enfants, pour les autres mamans, il est oppressant. Et donc, elles sont plus à l'écoute quand vous êtes dans les excuses. Mais sur le voyageur, il voit pas qu'il est gênant. Mais oui, il le voit pas, il s'en aperçoit pas, voilà. Ben si, parce que là justement, les mamans quand elles s'en vont, elles le voient, elles voient qu'on est gênant. Mais elles ne se mettent pas dans la logique de l'autre. De l'autre logique. Elles se disent pas, oui, bon, ça me gêne, mais pourquoi ils sont dans cet état-là? Elle ne comprend pas. Elle ne comprend pas, elle n'a pas eu d'informations, personne ne lui a dit. Donc c'est là que le rôle du médecin et du groupe infirmier, du groupe là, c'est là qu'ils ont leur rôle à jouer, parce que c'est eux qui voient de leurs yeux. Je sais très bien que comment ça se passe dans les hôpitaux, vous êtes débordés, il n'y a qu'une personne pour garder tous les enfants. Et vous n'êtes pas, c'est pas toute une équipe, c'est pas... Et c'est la peur, oui, qu'il arrive quelque chose au bébé au milieu de la nuit. Au bébé ou au malade, ou à l'enfant, même s'il est plus grand, même s'il n'est pas nouveau-né, même s'il va parler, c'est la peur qu'il arrive quelque chose. Ça peut être aussi intéressant pour un enfant, d'ailleurs quel qu'il soit, qu'à un moment donné, la question de la séparation, elle se travaille. Un enfant, il grandit aussi parce qu'il se sépare. Et ça va jamais sans mal, d'une certaine manière. Liées au groupe chez les soignants, c'est l'envahissement à la fois dans l'espace et dans le temps, et aussi sur le plan médical, les risques dans les soins liés au groupe, c'est-à-dire la difficulté peut-être d'être concentré quand il y a beaucoup de gens, et on parlait du bloc opératoire, aussi des règles d'asepsie pour faire les soins. Nous, c'est tout le monde.
C'est les cousins, les cousines, tout le monde se fait du souci pour tout le monde, même l'étranger qui est avec sa caravane à côté de moi, par exemple. On s'est fait copine il y a un mois ou deux, eh ben, elle se fait tellement de soucis que si elle peut venir à l'hôpital, elle vient aussi. Et elle est bien reçue. Et puis chacun à leur tour, eh ben, ils montent voir le malade, par exemple. Alors quand c'est des petites maladies, bon, on s'informe, c'est dans les jours qui viennent, mais quand c'est très grave, par exemple comme un cancer, où la personne va partir dans les jours qui viennent, alors là on déborde. C'est-à-dire, c'est vrai qu'on prend l'autorisation, on se permet beaucoup de choses. Ça veut dire, ben, on va voir tant qu'on veut, on va visiter le malade tant qu'on veut, tant qu'on peut, pour le suivre jusqu'à la fin de ses jours, quoi. On a besoin d'avoir de la famille proche à côté de nous qui va nous soutenir. Donc c'est pour ça que généralement, vous aurez toujours du monde. Il y aura toujours du monde. La famille à l'hôpital, c'est une famille très, on va dire, modérée par rapport à vous. C'est-à-dire qu'on a le père, la mère, donc les enfants, et puis les grands-parents, mais ils sont beaucoup plus éloignés quand on voit des gens qui visitent après. Donc ceux avec qui on a des relations en tant que médecin, c'est ces gens-là. On va même pas trop parler aux grands-parents si les parents sont là. Donc on va parler à la famille très fermée, c'est-à-dire le couple et les enfants. Chez vous, on a l'impression que la famille s'étend sur des générations. J'ai une notion que j'ai du mal à comprendre, c'est est-ce que si vous avez croisé quelqu'un sur un terrain il y a 30 ans, il a le droit de venir vous visiter à l'hôpital? Alors c'est pas un droit, c'est voilà. Est-ce qu'il peut venir Voilà, nous, supposons, voilà, on voyage, les gens du voyage, on voyage. Bien souvent, des fois les enfants, ou nous, on s'en va tout seul. Bon. Si on se retrouve je me retrouve par exemple sur un terrain désigné, un terrain toute seule. Moi et mes enfants, par exemple. Il n'y a pas ma famille, mes frères, mes soeurs autour, ma mère, il n'y a personne. Je me trouve avec ces gens-là, que ça fait, supposons, X temps que j'ai pas vu, et que je les retrouve. Bon, ben, on se retrouve, tout ça. Et le soir, par exemple, il me prend un mal, je rentre à l'hôpital. Eh ben, ces gens-là, oui. On n'est pas habitué au fait que les gens viennent en groupe, et tout de suite, ça met les gens mal à l'aise. Donc, en fait, c'est eux qui sont mal à l'aise. Et ils n'arrivent pas à le gérer. Mais ce n'est pas propre non plus à la communauté, c'est aussi dans des familles où il y a une très très forte articulation, voire même des fois c'est excessif, où tout le monde débarque, tout le monde veut tout savoir, et les professionnels sont effectivement pas habitués à ça. Ils ont l'habitude d'avoir une relation duel, voire directement avec le patient et la famille dans un second temps, et ça déroute énormément. Quand on a un malade et que c'est grave, par exemple, eh ben, c'est vrai qu'on envahit les hôpitaux. On le sait qu'on vous dérange. Mais si on vous demande l'autorisation, c'est toujours des non. Non. Alors nous, qu'est-ce qu'on fait? Ben, on dit plus que c'est non, eh ben, on va, puis on fait ça discrètement. Mais c'est vrai que par exemple pour les soins, nous, on va rester dans une relation duel justement parce que s'il faut faire des gestes, s'il faut découvrir la personne, on n'aura pas envie qu'il y ait quelqu'un dans la chambre. Oui, sûrement. Mais simplement la maman. Si elle... Même la maman. Non mais c'est vrai que du coup nous spontanément on va plutôt demander à tout le monde de sortir. Moi je vois un groupe débarquer, je vais bientôt travailler aux urgences, je vois un groupe de 40 personnes. Avant de vous rencontrer j'aurais eu peur. Maintenant si je sais que c'est des gens du voyage, je sais qu'ils sont inquiets pour leurs malades, je sais tout ça. Mais le groupe en lui-même, il y a 40 personnes, vous êtes seul avec votre enfant, vous ne connaissez personne. C'est vrai, ouais. Arrivant avec un groupe important, ça a un effet. C'est-à-dire que quelque part, c'est une manière d'arriver en puissance. Hein, et puis, et de faire la place, et quitte par exemple justement à ne pas respecter un planning. Enfin, il y a quelque chose du forcing. Chez vous, c'est comme ça. Quand vous regroupez, c'est une manifestation. Vous êtes dans un groupe important qui se présente devant quelques individus isolés, même si c'est une petite équipe, et bien quelque part, ça a un impact. Est-ce qu'on ne pourrait pas mettre un médecin dans chaque groupe de voyageurs et un voyageur dans chaque famille de médecins? Notre vision on voit l'effet de masse, il y a beaucoup de gens qui arrivent quand il y a les gens du voyage qui arrivent. Et c'est vrai qu'on a un peu décontenancé et on aimerait avoir... on ne sait pas à qui s'adresser. Et du coup, on aurait plutôt tendance à demander au patient qui est dans le lit, si on doit donner une information, à qui on peut la donner. Après, oui. Après, mais du coup, que ce soit le patient qui est dans le lit qui désigne plutôt lui, sa personne de confiance. Oui, et que ce ne soit pas le groupe aussi, qui décide qui doit... Après, vous pouvez le faire, parce que la personne, elle le sait, hein, celle qui est malade, elle le sait. Hein. Elle va vous dire, voilà, il y a ma mère, il y a mes sœurs, vous leur direz à eux. C'est possible aussi. Hein. Et demander à la personne qui est malade de donner l'information qu'elle... Elle-même, c'est pas... Non, parce qu'on préfère être là, comme je vous ai dit, le cas de ma fille, par exemple, j'avais besoin d'être là, il fallait que ce soit moi. Mais je pense que c'était elle qui avait reçu les infos du chirurgien et qui vous avait ensuite
Redonner ces infos, c'est pas pareil. Non, je suis plus tranquillisée si c'est le médecin qui me l'explique de sa propre bouche. Mais par exemple, ton mari, si quelqu'un était venu le voir en disant qu'est-ce qu'elle a ta fille et qu'il a dit ma femme a dit ça, ça a la même valeur que ce qu'a dit le médecin. Oui, dans ce cas-là, il faut qu'il y ait une personne qui, voilà, ils ont confiance, c'est moi la mère. C'est donc la mère qui va être dépositaire. Ça fait partie d'une grande famille. Quand il y a quelqu'un qui est malade chez moi, on fait appel à moi. Alors moi, je suis leur référente, aussi bien chez les gens, chez moi avec frères et sœurs, que chez les d'autres voyageurs. Et moi, je donne des nouvelles par téléphone, on rassure notre monde à nous. Et c'est vrai que c'est très important le référent, aussi bien du côté des gadgets que de notre côté à nous. Ça évite l'encombrement de vos hôpitaux. Ce qui est important, les gens du voyage, qu'en ressent le plus quand on va aux hôpitaux pour n'importe quoi, c'est le manque en face d'informations, mais le manque de personnes qui prennent des décisions et qui prennent la responsabilité de dire ça va se passer comme ça va faire ci. Au niveau des professionnels de santé, la personne référente, finalement on ne la trouve pas. On ne sait pas trop comment la définir. Il n'y a pas une personne qui est désignée et par qui, on n'en sait rien. Ça ne sera jamais un rôle qu'on donnait à telle personne administrativement. Ça ne marchera jamais parce que c'est des personnes qui doivent avoir pas des diplômes mais des compétences humaines. Le secret médical, en fait, on a noté secret du patient. C'était la loi, le code de déontologie. On a dit qu'il fallait en fait, qu'on s'adapte à la situation. Pour nous, l'individu ou la personne, c'était plutôt partir sur l'autonomie de chaque personne. On parlait justement de l'examen avec des enfants qui étaient des adultes. Et on disait qu'en fait, pour nous, faire un examen avec la personne en dualité, c'était en fait respecter la personne qui était dans le lit. Vous parliez du corps que vous n'ayez pas où découvrir. Et nous, en fait, voilà, quand on examine quelqu'un, on ne veut pas qu'il y ait... on pense que c'est gênant aussi qu'il y ait d'autres personnes qui assistent à l'examen. C'est sûr que cette notion de secret médical que tout le groupe partage, elle n'est pas aussi évidente que ça. Il y a quand même des cas précis. Si vous voyez que la fille qui accompagne sa mère, par exemple, qui est visitée, et si la fille, vous voyez qu'elle fait les gros yeux, par exemple, c'est qu'il ne faut pas lui dire si elle a un cancer, il ne faut pas lui dire. À ce niveau-là, par exemple, quand il y a un cancer, on le dit, on préfère que vous ne le dites pas aux malades. Voilà. On se voit avec la famille, et puis après, s'il faut le dire aux patients, c'est nous qu'on le fait. Et ensuite, travailler avec le médecin, tout ça ensemble. Bon, alors on a résolu le problème du secret médical, il y a toute une chose comme ça à remplir maintenant, donc je voulais savoir à qui on parle de vos pieds. Gérard. Gérard, il faudra signer le papier à la fin. Pour les genoux. Françoise, les genoux. Françoise, les genoux. Pour le cœur. Il faut vous décider, une seule personne, s'il vous plaît. Normalement, c'est Patrice, le cœur. Patrice pour le cœur. Très bien. Et pour tout le reste? Vous m'avez compris, quoi. Ma mère. À votre mère. Vous êtes proche? Nous, on a bien compris que quand on va, quand c'est pas grave, parce que les docteurs le voient tout de suite que c'est grave. Et comment vous voyez que, même si on ne vous le dit pas, comment vous voyez que c'est pas grave? On sait dans l'intonation de la voix si c'est vraiment grave, ou si c'est vraiment léger, ou si c'est vraiment peut-être, ou alors quand ils ne savent pas du tout, alors là on le sait tout de suite. Et comment on va faire des... Quand ils n'osent pas, quand ils contournent quelque chose pour atterrir à un truc là qui est grave et puis qu'ils font le contour, voilà. Ils n'osent pas nous le dire, voilà. Ils savent pas. Ils savent pas comment voilà. nous le dire, ils savent pas comment donc ils savent rien. Alors nous, c'est nous. On va vous le garder en observation, on va faire des examens très approfondis. Ah bon voilà, qu'est-ce qu'il a exactement? Approfondi, c'est qu'ils ont pas donc s'ils ne savent pas déjà ce qu'il a au départ, ils vont approfondir ce qu'ils ne savent pas. Donc c'est comme ça. Mais c'est l'instinct qui est comme ça. Chez nous, on le voit tout de suite. Si tu as un gamin de 16 ans qui est séropositif, comment tu vas protéger ses futures relations sans lui dire? Ça paraît difficile quand même. Par exemple, André, je prends mon fils, par exemple, il a le sida. On est tous à l'hôpital, on ne sait pas qu'est-ce qu'il a, le petit. Les docteurs, ils viennent vers moi, ils me disent, voilà, c'est qui le référent? Bon, c'est moi, je suis la mère. On peut le dire à tout le monde? Non, si le petit il a le sida, je veux sûrement pas que tout le monde le sache. Admettons, vous considérez que votre fille n'a jamais eu de rapport sexuel et nous, on se rend compte qu'elle est enceinte. Ça, faut
C'est compliqué. Ah oui, c'est le souci. Ok. C'est ça, les vraies questions, elles sont là pour nous. Attendez. Vous pouvez l'informer, la femme qui l'a emmené, par exemple. Et elle le dira à personne. Elle le dira à la personne concernée. Parce qu'on le sait chez nous qu'il ne faut pas le dire. Oui, mais nous, c'est compliqué. Tout ça, parce qu'on sait chez nous qu'on ne peut pas le dire. Et nous. Mais s'il y a danger, si nous, on cache rien. S'il y a danger, on cache rien. Tu comprends que nous, si on commence à faire des secrets que pour certaines choses, les gens ils vont se dire, attends, il a rien dit, là, il y a un truc bizarre. C'est pour ça qu'en médecine, on a tendance à avoir un secret qui est très large, c'est-à-dire qu'on dit rien à personne. Comme ça, quand il y a des situations graves, bah, les gens se disent, ah bah oui, c'est le médecin, il a rien dit, c'est normal. On n'a pas de secret. Nous, quand on est le soir, on boit le café ou à midi, on se raconte tout. Il y a des choses que l'homme a honte de dire au médecin. Qu'un gadjo n'a pas honte de le dire. Lui, il est franc, il est direct. Quand on va mettre un médecin pour se faire sculpter, c'est bien souvent, le docteur nous dit, qu'est-ce que vous avez? On va dire, on a un rhume ou quelque chose, je suis malade, je tousse, tout ça. Enlevez votre t-shirt, je vais vous ausculter. Et nous, on ne veut pas. Vous avez ça? Vous avez déjà sans doute à avoir un cas comme ça. Il faut deviner. Voilà. Nous, on n'aime pas se dévêtir devant les gens, on est très pudiques. Les gens du voyage ont peur. Ont peur d'assumer la maladie des autres. Et ils ont peur d'assumer leur propre maladie. On a tellement peur de l'inconnu, des choses qu'on ne connaît pas, des maladies. On pense toujours au pire. Et quand on se téléphone, on dit, tiens, tel est à l'hôpital, la petite ou le petit est à l'hôpital, ça y est, il est malade, il va mourir. Alors tout le monde vient de tout partout. Je sais exactement ce qu'est la peur. La peste. J'ai peur. La peur que pouvait engendrer cette relation, c'était une peur de la réaction des personnes du voyage. C'est-à-dire, on avait peur parfois. Dans notre relation, on a peur parfois qu'on génère cette relation génère de l'agressivité, de la violence. Et puis, on a peur aussi parfois quand on voit arriver ce groupe-là de se laisser déborder, de ne pas arriver à bien gérer les questions des gens du voyage et en même temps le reste des personnes qu'on a aussi à prendre en charge. On a peur que le médecin ne nous dise pas la vérité jusqu'au bout. Tu vois, si on a une maladie grave, on voudrait bien quand même le savoir. Mais surtout la peur que le médecin ne fasse pas son travail jusqu'au bout, justement. C'est ça, plutôt la peur. Pour nous, on avait peur de blesser par méconnaissance, de ne pas savoir d'employer des termes qui blessent ou qui entraînent une incompréhension, donc une agressivité, tout ça, parce qu'on ne connaît pas exactement leur façon de faire, leur façon de vivre. Surtout la peur d'arrêter le voyage. Parce que nous, les voyageurs, si on arrête le voyage pour la maladie, pour nous, c'est très grave, quoi. Et la maladie chez nous, c'est donc l'hospitalisation, et ben, c'est la fin du voyage. Et quand une personne chez nous, des gens du voyage, décède à l'hôpital, on ne la laisse pas à l'hôpital. On la prend tout de suite, on la remet dans sa caravane, dans son lit. C'est là qu'elle est le mieux. Parce qu'à l'hôpital, on ne veut pas les laisser. Et si les médecins ne veulent pas nous la donner, cette personne, enfin notre personne à nous, eh ben on la prend de gré ou de force. C'est pour ça qu'il y a beaucoup de monde, quand la personne est à la fin de sa vie, il y a beaucoup de monde à l'hôpital qui attendent la dernière heure. Comme ça, quand il a rendu son dernier souffle, on récupère tout de suite le corps et puis on l'amène chez lui. Sur la mort, il y a énormément de choses peut-être à faire et à travailler. Parce que moi je me souviens, il y a donc ça va parler à des voyageurs ici, il y a quelques années en arrière, il y a déjà pas mal de temps, il y a une enfant qui est morte à Lyon Sud et qui avait une méningite. Quand on sait que la méningite est une maladie infectieuse, c'est quelque chose de très important. Donc qu'est-ce qui s'est passé? Quand on a une méningite, on ne peut pas ramener un corps à la maison. Ça, tout le monde, tous les soignants le savent. Mais comme on n'a pas de temps, on a, je veux dire que peut-être déjà aujourd'hui il y a un peu plus de dialogue, eh bien rien n'avait été expliqué à la famille. Eh bien l'enfant a été emmené au dépôt funéraire et qu'est-ce qui s'est passé? Eh bien les voyageurs ils sont venus piquer le corps de l'enfant parce qu'ils l'ont ramené à la maison, dans la caravane. Et qu'est-ce qui s'est passé? Eh bien les gendarmes sont partis chercher le corps. Donc vous voyez, pour éviter ces situations, il faut qu'il y ait réellement connaissance des uns et des autres, qu'il y ait dialogue. Autrement, on arrive à des situations terribles. Si quand ils sont malades, les voyageurs courent après les soignants, et que les policiers courent après les voyageurs, les soignants ont-ils quelque chose à se reprocher? Le
problème immédiat chez le professionnel, c'est savoir ce qui se passe, savoir ce qu'il y a, le diagnostic. C'est demain, c'est trop tard, c'est-à-dire si on veut avoir un docteur et puis qu'on est de passage, on veut tout de suite que l'enfant soit pris ou la personne. Demain, c'est trop tard. Si le docteur nous dit ben, prenez un rendez-vous demain, ben, nous on dit non, on veut tout de suite. Parce qu'on veut savoir, on veut être rassuré, on est angoissé. Un soignant, 10 patients, avec plein de familles, on est obligé de faire quelque chose que vous n'aimez pas bien, c'est de faire le tri et de faire des choix. Si demain c'est trop tard, et qu'hier c'est trop tôt, est-ce que la maladie ne dure que 24 heures? Peut-être déjà une prise en charge, avec la prise en compte bien sûr du groupe, ça peut commencer à rassurer, même si on ne leur promet pas de leur donner le diagnostic dans la minute. Quand tu veux rentrer à l'hôpital, voilà, c'est une barrière. Tu as la barrière fermée, mais avant de rentrer, déjà tu donnes tes papiers, ton identité, ta carte vitale. Est-ce que tu as tout ça? Et cette femme-là, quand elle regarde, tu peux dire, ben, elle se demande qu'est-ce qu'il veut, qu'est-ce qu'il me demande. J'emmène mon enfant faire soigner, il veut d'abord les papiers. Et bien souvent, nous, c'est ça qu'on rencontre, on ne comprend pas. L'impression qu'on a souvent, c'est qu'on les viole quand on leur demande leur papier, parce qu'on leur demande leur identité, et c'est plus du tout le groupe. Enfin, c'est l'identité de l'enfant qui est là, et eux, pour eux, c'est pas ça, quoi. Nous, par contre, de notre côté, du côté administratif, on a besoin de ces papiers-là pour pouvoir d'abord faire sortir les dossiers, pour voir les antériorités, savoir s'il y a des antécédents, s'il a déjà été hospitalisé, et puis aussi pour après qu'il y ait une facturation, que la sécurité sociale puisse payer l'entrée à l'hôpital. Pourquoi le référent des gens du voyage pourrait-il pas préparer les documents pour être l'interlocuteur de l'administration? On a toujours le livret spécial de circulation. Si on ne l'a pas sur nous, on a 150 € d'amende pour toutes les institutions françaises. Par contre, si on prévoit de donner le livret spécial de circulation dans un hôpital, on est reçu comme des indigents. On est reçu comme des gens qui ne peuvent pas payer et qui ne sont pas pris par la sécurité sociale. Donc, ils s'occupent déjà des papiers quand ils voient le livret spécial de circulation et après du patient. La dernière fois, à Lyon-Sud, il y a Marie qui est une voyageuse et qui a apporté les carnets de circulation. Et bien pour la première fois, les 15 soignants qui étaient là en formation voyaient un carnet de voyageurs. Et bien c'est vrai qu'il y a une méconnaissance totale de cette situation. Et ça engendre beaucoup de suspicions, c'est ce que dit Franck, et qui du coup, ils sont repoussés. Que ce soit en école d'infirmière ou en école de médecine, on n'a aucune formation sur les différentes populations, comment elles fonctionnent. Et peut-être qu'il n'y aurait pas longtemps, mais ça serait abordé. Peut-être qu'on aurait déjà moins peur si on voit 10 personnes arriver. On saurait leur mode de fonctionnement. Eh ben, on s'est aperçu qu'en fait, rien qu'en dialoguant, ça pouvait poser le problème, enlever l'angoisse et tout ça. Simplement en disant aux gens du voyage, bah, nous, on est obligé de faire ça pour sortir le dossier, tout ça, mais on va prendre en charge votre enfant, il n'y a pas de souci. Dans 2 heures, 1 heure, 3/4 d'heure, on va pouvoir le prendre en charge. Mais alors, je pensais une chose. Puisque nous avons souvent des voyageurs, vous savez qu'on met normalement pas très loin de l'autoroute. Je pensais qu'on pourrait, qui serait peut-être... Enfin, aidez-moi, quoi. Je ne vois pas comment... Eh bien c'est bien simple, on a pensé qu'on allait d'abord construire une aire d'accueil, et autour, on construit l'hôpital. On va peut-être pas changer le monde, mais on va essayer de bousculer les choses quand même. Mais je retiens l'idée que d'autres formations puissent être possibles pour les gens du voyage. Je pense simplement quand même que si 3 jours après vous avez pu déjà avoir une autre approche, l'idée de la formation, il y a bien une chose qu'on avait bien dit au début, et moi je pense qu'il faut bien s'en souvenir, c'est qu'on ne ressortirait pas avec des solutions. Hein? D'accord, hein? Moi, ce que j'ai entendu cet après-midi, et notamment, je pense que ça a été beaucoup mis en exergue par les acteurs, c'est que ça renvoie aux 2 groupes beaucoup de questions. Hein, et que c'est ces questions-là qu'il va falloir travailler à des lieux précis et qui ne sont pas forcément des lieux d'échange entre des voyageurs et des professionnels. Je pense que ça peut être aussi des questions qui peuvent être travaillées entre voyageurs ou entre professionnels. Hein.
Merci.